Bonjour, je me présente. Je m'appelle Catherine Catford. Je suis nutritionniste au CHU de Québec, dans le département de néphrologie. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo pour vous présenter le rôle de l'alimentation en insuffisance rénale chronique. Tout d'abord, les objectifs de la présentation aujourd'hui, c'est beaucoup pour les gens qui sont inscrits à notre clinique de protection rénale, donc la clinique Prévoir. Mais la vidéo aussi s'adresse aux gens atteints d'insuffisance rénale chronique de stade un peu plus avancé, donc de stade 3 et plus, donc même 3B et plus, et qui sont suivis par un néphrologue là, à l'Hôtel-Dieu de Québec, que ce soit en externe ou à un autre endroit. Donc, premièrement, les objectifs est de connaître le rôle de l'impact de l'alimentation sur l'insuffisance rénale chronique, puis aussi être en mesure de demander un suivi personnalisé en nutrition selon vos besoins. Les rôles qu'on a en nutrition, en néphrologie à la clinique Prévoir et pour les gens atteints d'insuffisance rénale chronique de stade 3B et plus, c'est la modification de l'alimentation afin de ralentir la progression de la maladie rénale chronique et aussi de modifier l'alimentation afin de réduire les problèmes reliés à l'insuffisance rénale chronique, donc un peu de contrôler les complications de l'insuffisance rénale chronique. Tout d'abord, c'est bien de se rappeler c'est quoi les rôles qu'ont les reins dans notre corps. Tout d'abord, on sait que les reins agissent comme des filtres, donc ils vont éliminer les déchets là, dans notre corps, puis ils vont produire l'urine. Ensuite de ça, les reins ont beaucoup d'autres rôles. Entre autres, ils vont contrôler la quantité de liquide dans notre corps. Donc, notre état d'hydratation et est-ce qu'on a de l'édème ou de la surcharge de liquide. Ils vont contrôler aussi la composition du sang, donc tout ce qui est électrolytes, minéraux, donc sodium, potassium, phosphore, ça va être contrôlé par le rein. Aussi, le rein a un très grand rôle à jouer dans le contrôle de la pression artérielle. Également, il va être responsable de stimuler la production de globules rouges et il va aussi rendre la vitamine D active, donc il va pouvoir être utilisé par notre corps. Ce qui est bon de savoir quand on a une insuffisance rénale de stade 3B et plus, c'est qu'on est rendu dans la progression de l'insuffisance rénale chronique. Donc, on n'est plus dans un stade qui est précoce, mais plus dans un stade qui est un peu plus avancé. Donc, c'est là qu'on va vous suivre là, à la clinique Prévoir ou en externe. Évidemment, là, dans les derniers, à la fin, là, lorsque les reins ne fonctionnent plus adéquatement, on peut aller vers la dialyse. Donc, c'est un traitement là, qui permet de remplacer un peu le rôle que les reins ont. Puis finalement, pour les gens qui sont éligibles, il peut y avoir la greffe rénale aussi. Donc, tout d'abord, le premier objectif qui est de ralentir la progression de l'insuffisance rénale chronique par l'alimentation, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire pour essayer de ralentir la progression de la maladie. Mais en ce qui concerne l'alimentation, c'est qu'on veut avoir un bon contrôle des maladies chroniques, comme le diabète ou l'hypertension. Ces deux maladies-là vont aller amplifier le dommage qui est fait aux reins s'ils ne sont pas bien contrôlés. Et aussi de limiter l'apport en sodium ou en sel pour protéger le rein, pour ne pas trop le faire travailler. Également, on veut contrôler l'apport en protéines. Donc, une alimentation qui est riche en protéines va faire travailler beaucoup plus le rein, puis va avoir tendance à les briser plus rapidement. En ce qui concerne les maladies chroniques, entre autres le diabète, donc si vous êtes atteint de diabète, tout d'abord, c'est extrêmement important que vous ayez un bon contrôle des glycémies. Idéalement, c'est d'avoir des repas à des heures régulières, d'avoir un apport en glucides qui est relativement stable d'un repas à l'autre. Ensuite, on veut limiter la consommation d'aliments qui vont être très sucrés, puis des sucres qui sont rapides, qu'on absorbe très vite. Pour des suivis plus personnalisés pour les troubles de diabète, il existe beaucoup de cliniques auxquelles vous pouvez être référé, qui ne sont pas nécessairement à la clinique Prévoir. Donc, vraiment pour des informations plus personnalisées pour le diabète, là, il existe beaucoup d'offres de services. Là, si jamais vous avez besoin, gênez-vous pas à le demander. Pour
ce qui est de l'hypertension, en fait, on a beaucoup de choses qui peuvent améliorer le contrôle de l'hypertension. Tout d'abord, l'alimentation, on sait que ça a un bon rôle à jouer sur la pression artérielle. Entre autres, là, une alimentation qui va contenir beaucoup de fruits et de légumes, beaucoup de fibres, va avoir un bon impact sur la pression artérielle, de diminuer l'apport en sodium ou en sel aussi. L'activité physique a un très grand rôle à jouer aussi sur la pression artérielle. Évidemment, il faut respecter nos capacités. Puis l'alcool avec modération et le tabac, évidemment, essayer de limiter ou d'éviter le tabac. Pour ce qui est de l'apport en sodium, autant que ça va aider pour l'hypertension, que ça va aider pour les maladies rénales chroniques, on vise la même chose que pour la population normale. Donc, on vise un apport qui est de 2000 à 2300 mg par jour. Vous n'avez pas besoin de retenir ce chiffre-là, c'est uniquement à titre informatif. Donc, autant pour la population générale que pour une personne atteinte de maladie rénale ou d'hypertension, on vise là, cette quantité-là à peu près là, de sodium par jour. Ça dépend évidemment de l'apport votre apport à vous personnel. L'idéal, c'est de tendre vers ces valeurs-là. Selon une étude récente qui a été faite par Santé Canada, donc qui ont été évalués les Canadiens, qu'est-ce qu'on mange comme apport en sel. Puis évidemment, pas grande surprise, là, notre apport en sel ou en sodium il est excessif. Puis dans les groupes d'âge et selon le genre, ce qui est ressorti, c'est que c'est plutôt les hommes adultes qui ont une consommation qui est plus élevée en sel. Quand on regarde là, la provenance du sel dans notre alimentation, ça c'est vraiment très global, on peut voir sur le graphique en bleu, en fait plus de 75% ou plus du 3/4 du sel qu'on mange provient des aliments transformés. Fait que c'est rajouté par les industries alimentaires dans les aliments qu'on achète. C'est pas nécessairement des aliments qu'on pense qui sont salés, mais c'est vraiment tous les aliments transformés. Ça peut être autant du pain que des céréales à déjeuner. En vert, on voit la plus petite portion, c'est le sel qui est contenu naturellement dans les aliments. Fait qu'on va le retrouver dans les légumes, les céréales, la viande, le lait. On va retrouver ça naturellement du sel, ça n'a pas été rajouté. On voit que c'est une petite proportion. Puis en gris, c'est le sel qu'on ajoute autant à la cuisson qu'à la table. Fait qu'on voit que ça représente une plus faible quantité. Donc, même si on ajoute peu de sel à la cuisson et à table, si on ne regarde pas les aliments transformés qu'on achète, on peut avoir une consommation de sel qui est relativement élevée. Pour limiter l'apport en sodium, fait qu'on est allé regarder là, plus en détail au niveau de la portion bleue du graphique de la diapo précédente. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que plus de la moitié du sel qu'on consomme provient de la liste des aliments suivants qui sont sur la diapo. Donc, on ne pourrait pas s'attendre, mais le plus gros groupe, c'est les produits de boulangerie et de pâtisserie commerciaux. Donc, ça inclut le pain, les muffins, les biscuits, les desserts commerciaux, craquelins et les barres de céréales, etc. Donc, la plus grosse proportion d'apport en sel ou en sodium des Canadiens provient de ce groupe d'aliments-là. En deuxième, on a les mets composés qu'ils appellent ou les mets préparés par le commerce. Fait qu'on parle d'un repas complet qu'on achète à l'épicerie ou qui est déjà préparé, qu'on n'a pas besoin de faire, qu'on fait réchauffer. Par exemple, les pizzas, les lasagnes, les entrées réfrigérées ou congelées, pommes de terre congelées, salades préparées. Puis aussi, même quand on achète là, à l'épicerie les repas tout préparés par l'épicerie, on considère que c'est un mets composé. Les viandes transformées arrivent en troisième position, donc saucisses, charcuterie, bacon, jambon, viande froide, viande en conserve, ailes de poulet, hamburger, etc. Ça va être le troisième groupe là, qui représente le plus gros de l'apport en sodium. Donc, pour ces 3 points-là, c'est normalement là, plus de la moitié du sel qu'on consomme vient de ces 3 points-là. C'est sûr que ça représente aussi une grande partie de ce qu'on mange dans une journée également. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de consommer des produits transformés puis tout cuisiner soi-même, son pain, etc. Mais de porter attention particulièrement à ces produits-là puis d'essayer d'en choisir un qui est moins salé.
Pour limiter l'apport en sel, évidemment, on veut essayer d'éviter l'ajout de sel à la table. Aussi, on veut essayer de limiter le plus possible les repas qui sont déjà préparés du commerce, qui sont surgelés ou réfrigérés. Si jamais, pour quelque raison que ce soit, vous avez besoin d'aliments qui sont déjà préparés, il existe des alternatives plus intéressantes de mets préparés qui sont moins salés, ou c'est possible d'utiliser des services de popote roulante ou de l'aide du CLSC, par exemple, si on a besoin pour quelconque raison de se faire préparer des repas. Évidemment, tout ce qui est restauration minute, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais aller au restaurant, mais idéalement, c'est de se réserver là, les repas de restaurant plus à l'occasion. Donc, éviter d'y aller à tous les jours. Pour ce qui est des aliments comme charcuterie, jambon, etc., idéalement, c'est de limiter la consommation. Encore une fois, si c'est occasionnel, c'est pas tellement grave. Mais lorsqu'on en consomme à tous les jours ou plusieurs fois par semaine, ça devient quand même important là, comme apport en sodium dans notre alimentation. Pour ce qui est des aliments en conserve aussi, on peut choisir des aliments en conserve qui ne contiennent pas de sel ajouté idéalement et essayer de limiter là, les aliments en conserve qui en contiennent beaucoup comme les soupes, les sauces ou les légumes avec sodium ou sel ajouté. Pour ce qui est des condiments et des sauces salées, bien évidemment, on veut limiter l'utilisation le plus possible ou faire des choix de condiments qui sont peu salés. Toujours une question de portion également. Donc, si on en prend une plus petite quantité, bien, on consomme moins de sel, évidemment. Donc, les principaux, les plus importants, c'est la sauce soya et les bouillons ou sauces en poudre ou en concentré qui vont contenir du sel. Vinaigrettes et marinades peuvent en contenir beaucoup également. Évidemment, ça dépend de laquelle vous choisissez puis la quantité qu'on utilise. Ensuite de ça, on veut limiter les aliments à faible teneur nutritive et riches en sel ou en sodium, comme les chips ou les frites ou les aliments frits, craquelins riches en sel. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire de jamais en manger, mais de choisir ceux qui en contiennent peut-être un peu moins, puis d'y aller là, plus de façon occasionnelle qu'à tous les jours. Puis les fromages qui sont très salés comme le tortillon, les fromages fondus comme par exemple les Cheez Whiz ou autres marques similaires, Velveeta ou tranches single de Kraft ou les fromages feta, qui sont aussi riches en sel mais qui contiennent beaucoup d'autres additifs. Quand on veut choisir deux aliments, donc c'est pas évident de changer son alimentation, puis le but c'est pas d'avoir peur de dire je peux plus rien manger et je mange plus rien ou d'avoir cette impression-là. C'est plutôt d'être capable premièrement, de regarder les produits qu'on consomme, de comprendre est-ce que ça contient vraiment beaucoup de sel ou pas, puis de pouvoir comparer deux produits qui se ressemblent, puis peut-être de choisir le meilleur entre les deux. Donc, ici, on a un exemple concret, là, c'est une soupe crème de tomate. Donc, premièrement, quand on regarde une étiquette nutritionnelle, peu importe pour quelle raison. Ici, on va aller voir le sodium, ou dans le fond, c'est la portion du sel qu'on n'aime pas ou qu'on aime moins avoir en grosse quantité. On va regarder en haut du tableau, c'est inscrit pour une demi-tasse ou 125 ml. Donc, c'est la portion qui est analysée. Quand on regarde l'étiquette, on voit que, par exemple, il y a 800 mg de sodium. Bien, ça veut dire qu'il y a 800 mg de sodium dans une demi-tasse de la soupe aux tomates qu'on analyse. Donc, c'est quand même une bonne quantité. Au bout de la ligne, pour le sodium, on voit le pourcentage. Donc, on va rapporter le pourcentage comme étant le nombre de milligrammes sur la valeur quotidienne qu'on viserait à ne pas dépasser. Donc, c'est toujours le 2300 mg dont on parlait au début. Vous n'avez pas besoin de retenir le chiffre ni de le calculer, mais simplement d'avoir un ordre d'idée, est-ce que c'est beaucoup ou peu. Donc, pour une demi-tasse de soupe, d'avoir 33% ou le tiers de notre apport en sel dans une journée pour une demi-tasse de soupe, on peut considérer que c'est quand même important.
Qu'est-ce qu'on va rechercher? En fait, l'idéal, c'est d'avoir des produits qui contiennent moins de 6% de sodium pour une portion. Évidemment, lorsqu'on est entre 6 et 10% pour une portion, on peut considérer que c'est quand même un apport qui est raisonnable, c'est un apport qui est modéré. Si c'est tout un mets principal, tantôt on parlait des mets tout préparés d'avance, évidemment que là, ça représente plus que juste une portion de soupe. On peut aller plus haut là, dans le pourcentage, on peut aller jusqu'à 15 à 20% pour tout un repas principal. Donc, pour protéger les reins, on a parlé de l'apport en sodium. C'est important d'éviter de consommer une trop grosse quantité. Évidemment, on vise un apport d'à peu près 2300 mg par jour. Le but, c'est pas de faire une coupure drastique, mais vraiment là, de limiter un peu sa consommation personnelle. Donc, si vous preniez à tous les jours une soupe plus salée, puis vous faites le choix de changer ça pour un autre aliment qui vous fait autant plaisir, mais qui contient un peu moins de sel, puis vous venez de réduire la quantité de sodium de 800 mg, par exemple, dans votre journée, mais c'est quand même un gain qui est important. Donc, il ne faut pas viser de tout remplacer drastiquement, mais plutôt de viser c'est quoi les aliments les plus importants, et puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme petite modification qui ne demande pas un effort qui est insurmontable, qui peut avoir un résultat quand même important. Pour protéger les reins, ce qui est aussi important de parler, c'est de l'apport en protéines. Donc, évidemment, les protéines, on ne veut pas trop en manger. Ça en prend, c'est super important d'en avoir dans notre alimentation, mais il faut éviter d'en consommer trop. Les sources de protéines, c'est quoi? Donc, on a les protéines animales, donc ça représente la viande, les volailles, le poisson, les fruits de mer, et les œufs, évidemment. Les produits laitiers, donc le lait, le yogourt, le fromage, etc. Et les protéines végétales, donc on a le tofu, entre autres, les légumineuses, les noix, les arachides, le beurre d'arachide, puis plusieurs autres là, qui sont nommés dans la liste ici présente. Donc, pour contrôler l'apport en protéines dans votre alimentation, premièrement, c'est important d'éviter de consommer des suppléments de protéines. À moins que ça vous ait été prescrit à la clinique Prévoir ou par un professionnel qui travaille en insuffisance rénale. Si vous avez des doutes sur un produit que vous prenez, vérifiez toujours avec un intervenant de la clinique Prévoir ou avec le nutritionniste ou la nutritionniste qui vous suit. Ou avec votre néphrologue, évidemment. Évitez aussi de consommer plusieurs sources différentes de protéines dans un même repas. Donc, idéalement, évitez de prendre dans un même repas de la viande et, par exemple, un fromage ou des œufs en plus. Limitez la portion de protéines idéalement animales à 3 onces ou 100 grammes par repas, puis idéalement pas plus qu'une fois par jour. Si vous êtes capable, bien sûr, et si vous aimez les protéines végétales. Si vous ne mangez pas de protéines végétales, puis pour vous, c'est difficile de diminuer votre apport en protéines, mais ça peut être tout simplement de réduire la portion de viande que vous prenez, puis d'augmenter un peu la portion de légumes ou des accompagnements à côté pour augmenter votre apport en calories pour ne pas avoir faim. Évidemment, on aime bien quand les gens sont capables d'incorporer un repas avec une protéine végétale, donc au moins une fois par jour, dans le meilleur des mondes. Pourquoi? Parce que les protéines végétales n'ont pas tout à fait le même impact que les protéines animales. Et aussi, là, souvent, ça va contenir un peu moins de protéines dans une portion lorsqu'on prend des protéines végétales quand on compare aux protéines animales. Pour ce qui est des protéines au total, si on veut faire une restriction de l'apport en protéines plus stricte pour protéger les reins, c'est vraiment important d'être suivi adéquatement par un nutritionniste en insuffisance rénale. Parce qu'il peut y avoir plusieurs problématiques qui accompagnent ça, là, dont la malnutrition puis la perte de masse musculaire. C'est quelque chose qu'on veut éviter. Donc, c'est très important qu'on vous suive là, si c'est quelque chose qui vous intéresse là, de faire.
Donc, on a fait le tour pour les problématiques qui peuvent endommager les reins ou augmenter la progression de l'insuffisance rénale. Donc, sur quoi on a le contrôle pour la protection rénale, finalement. Dans un autre côté, on veut traiter les problématiques reliées à l'insuffisance rénale. Il en existe quand même quelques-unes. Les deux principales qu'on va traiter à la clinique prévoir ou en insuffisance rénale de stade plus avancé, c'est l'hyperkaliémie et l'hyperphosphorémie. Donc, on va commencer par le premier, qui est l'hyperkaliémie, qui est tout simplement un potassium qui est trop élevé dans le sang. Un potassium qui est trop élevé, puis aussi, dans certains cas, ça peut être ou trop bas, là, mais c'est plutôt rare. Dans le sang peut causer un problème de rythme cardiaque. Donc, que le potassium soit trop haut ou trop bas, le cœur n'aime pas ça du tout. Les causes d'un potassium trop élevé en insuffisance rénale chronique sont le mauvais contrôle des glycémies. Donc, si on est diabétique et que nos glycémies ne sont pas bien contrôlées, le potassium va augmenter dans le sang. L'acidose, donc métabolique qu'on voit en insuffisance rénale, souvent qui va être corrigée par la prise de bicarbonate. Puis, on revient un peu aux protéines. Donc, quand on mange trop de protéines puis pas assez de végétaux, ça va augmenter l'acidose, entre autres. Donc, c'est quand même important d'avoir une alimentation qui est équilibrée le plus possible. Évidemment, les effets secondaires de certains médicaments. La constipation, donc quand les intestins ne fonctionnent pas bien, le potassium aussi peut augmenter. Et évidemment, un apport qui est très élevé en potassium, surtout par l'ajout des additifs alimentaires qu'on retrouve là, dans les aliments transformés. Puis dans le fond, pourquoi les additifs sont problématiques, c'est qu'ils sont très bien absorbés par l'intestin. Fait que ça veut dire que tout le potassium qui est contenu dans l'aliment qui a été rajouté, ben, il va passer au travers de l'intestin et va aller dans le sang. Donc, on va tout l'absorber. Contrairement, par exemple, au potassium qu'on retrouve dans les végétaux, là, qui ne sera pas tout bien absorbé. Pour éviter un apport excessif en potassium, on veut tout d'abord éviter les additifs à l'état pur. Donc, ils s'en vendent à l'épicerie, il faut faire attention. Souvent, c'est des substituts de sel. Là, pour nommer quelques marques, on a le No Salt ou Half Salt. En fait, c'est du chlorure de potassium. Donc ça, c'est vraiment à éviter là, à tout prix. Ensuite, il faut limiter les grosses portions et la fréquence d'aliments qui contiennent beaucoup de potassium, entre autres sous forme liquide. Donc, les jus de tomates et les jus de légumes sont particulièrement riches en potassium. La plupart des jus de fruits sont riches en potassium, à part le jus de canneberge qui en contient très très peu. Les limonades, les jus de pommes, jus de raisin, jus d'ananas peuvent aussi être intéressants. Et les fruits séchés sont à éviter idéalement ou à prendre en très petites portions. Évidemment, les canneberges vont en contenir très peu. Les frites aussi vont contenir beaucoup de potassium. Et les chips, en fait les croustilles de pommes de terre, vont en contenir beaucoup. Puis évidemment, tous les aliments transformés qui contiennent des additifs de potassium qui sont inscrits malheureusement dans la liste d'ingrédients. Il faut aller lire pour voir si l'aliment en contient. Donc, on va retrouver par exemple le lactate de potassium, l'acétate de potassium et le chlorure de potassium. Ce sont les trois principaux là, additifs qui augmentent notre apport en potassium. Quand on regarde la liste d'ingrédients, on voit sur la photo ici, là, qui n'est pas très claire, qu'il y a des additifs de potassium. Donc, on voit là, écrit en texte là, à l'écran lorsqu'on lit toute la liste. Si on va vers la fin, qu'on voit, c'est marqué jus de raisin blanc concentré, il y a une virgule, c'est marqué chlorure de potassium, entre parenthèses, substitut de sel. Donc, c'est un produit qui est faible en sel, mais dans lequel on a rajouté du chlorure de potassium, donc un sel de potassium. Donc, c'est pas vraiment mieux là, pour lorsqu'on a une insuffisance rénale parce qu'on n'est pas capable de bien l'éliminer nécessairement. Donc, c'est une chose à faire attention dans les aliments transformés, de regarder aussi la liste d'ingrédients pour voir
est-ce que ça contient beaucoup d'additifs de potassium. Pour les problèmes d'hypercalémie qui demeurent malgré certains petits changements, en fait, on peut là, vous évaluer et vous donner des conseils personnalisés. Donc, le potassium, on en retrouve dans tous les aliments et ça dépend beaucoup de la fréquence, de la grosseur des portions, puis de la quantité que vous allez prendre dans la journée. Donc, c'est important qu'on vous évalue adéquatement pour vous donner des alternatives là, qui vont être payantes et qui ne demanderont pas un effort important puis qui diminueront surtout pas votre apport là, en fruits et légumes dans la journée. Fait que de vous aider à faire des meilleurs choix puis d'identifier qu'est-ce qui peut avoir un impact là, sur votre potassium dans votre alimentation. Donc, n'hésitez pas de nous demander en suivi pour ces problèmes-là. La deuxième problématique qu'on a souvent en insuffisance rénale chronique, c'est un problème avec le phosphore. Donc, l'hyperphosphorémie, entre autres. Et le phosphore, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va entraîner une fragilisation des os puis un durcissement des vaisseaux sanguins. Puis ça se fait sur un très long terme. Donc, c'est pas une chose qui se produit en quelques jours, quelques semaines, mais c'est sur plusieurs années. Les additifs de phosphore, encore une fois, sont les plus importants à surveiller. Puis ils vont se retrouver beaucoup dans les aliments transformés, dont ceux qui sont listés sur la diapo. Donc les fromages transformés, là, un peu comme on parlait tout à l'heure, les singles de Kraft, le Cheez Whiz, Vache qui rit, pour en nommer quelques-uns, ou leurs équivalents commerciaux, bien sûr. Les charcuteries ou les viandes transformées, donc les jambons, bacon, saucisses vont souvent contenir des additifs de phosphore. Les boissons gazeuses de type cola vont contenir aussi beaucoup de phosphate. Pâtisseries, gâteaux commerciaux, les mets préparés, réfrigérés ou surgelés, puis les repas de resto minute. Ça peut être également les pâtisseries là, dans les petits beignes qu'on va acheter là, au resto minute. Là, il va y avoir souvent des phosphates dedans. En fait, le phosphore qu'on retrouve dans les aliments, lui, ne va pas être absorbé au complet par l'intestin. Donc, on voit l'absorption. Lorsque je parle d'absorption, évidemment, c'est la quantité de phosphore qui se retrouve dans l'aliment qui va être capable de passer à la digestion vers le sang. Donc, pour ce qui est des végétaux, on parle de 10 à 30% du phosphore des végétaux qui va être absorbé et qui va se ramasser dans notre sang. Donc, c'est quand même pas tant que ça. Pour ce qui est des phosphores d'origine animale, donc lait, viande, etc., 40 à 60% va être absorbé. Puis pour ce qui est des additifs, ce qu'on parlait à la diapo précédente, en fait, c'est 80 à 100% qui va être absorbé. Donc, c'est vraiment beaucoup. C'est sur ça que c'est bien d'agir parce qu'on peut déjà avoir un impact là, important, même si on change quelques aliments. Donc, en résumé, c'est possible pour nous de vous aider à ralentir la progression de l'insuffisance rénale chronique. Et donc, en contrôlant bien les maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension, en limitant l'apport en sel, puis aussi en contrôlant l'apport en protéines. Également, on peut vous aider dans la gestion de certaines problématiques, dont entre autres l'hyperkaliémie et l'hyperphosphorémie. Si vous avez besoin d'un suivi plus personnalisé, n'hésitez pas à faire la demande à l'équipe de la Clinique Prévoir ou à nous relancer si vous avez nos coordonnées. Également, j'aime bien proposer ces quelques références qui sont très, très intéressantes. Tout d'abord, on a les livres « Oser les saveurs » qui sont des recettes là, quand même intéressantes qui se retrouvent là, sur leur site Internet. Donc, qu'on peut retrouver sur le site Oser les saveurs. Ensuite, on a un livre qui a été écrit par une nutritionniste qui travaille en insuffisance rénale, ici à Québec, qui s'appelle Roxane Papineau. Et le livre s'appelle « 21 jours de menu, santé rénale ». Puis c'est Roxane Papineau qui l'a écrit. Finalement, un site web où il y a des recettes, mais aussi beaucoup d'informations de la Fondation canadienne des maladies du rein. Donc, le site web est www.rein.ca. Vous pouvez trouver toutes sortes d'informations pertinentes là, aux maladies rénales et également là, des superbes recettes là, qui peuvent être très, très intéressantes. Merci, bonne journée.